cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. C'est un de ses sujets de prédilection que Franck Ferrand aborde aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons évoquer un certain nombre d'aspects du règne de François Ier. Plus particulièrement, je vous propose de nous intéresser à la mère du grand monarque, la puissante et discrète Louise de Savoie. Nous le ferons en compagnie du professeur Cédric Michon et du rédacteur en chef de Détour en Histoire, Dominique Roger. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Luigi sur l'origine du nom du fleuve Amour. Question romantique de Luigi, mais l'amour n'est-il pas toujours au cœur de l'histoire ? Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Nous posons beaucoup de questions en ce moment sur l'État, sur ses fonctions, sur son rôle, sur sa place dans la société. Vous savez que ça a été un très long travail de la monarchie, que cette construction, que cet enfantement de l'État. Eh bien, dans ce travail-là, une femme a eu un rôle tout particulier et il est étrange que son nom soit relativement passé sous silence. Bien des Français l'ont oublié, ce nom. Et ceux qui se le rappellent ne connaissent somme toute Louise de Savoie qu'en tant que mère de François Ier. Et pourtant, Louise, d'abord, a été 2 fois régente, au moment de Marignan, en 1515, il y a 500 ans, et puis, j'ai envie de dire surtout, 10 ans plus tard, au pire moment du règne, au moment de la bataille de Pavie et de ses lourdes conséquences, lorsque le roi, captif, faisait cruellement défaut à la tête de l'État. Et c'est cette Louise qui, à l'époque, a tenu les rênes du pouvoir, a tenu la maison, si je puis dire, contre des assauts qui arrivaient de toutes parts. Et nous verrons tout à l'heure avec Cédric Michon à quel point ces assauts auraient pu être dangereux pour la couronne à cette époque. Eh bien, Louise a su faire preuve à la fois de fermeté, et quand je dis fermeté, c'était une maîtresse femme. Elle a fait preuve de fermeté, mais en même temps de souplesse. Elle avait la diplomatie innée. Sa volonté réformatrice s'est illustrée dans bien des domaines, même si, assez souvent, elle passe par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses hommes de main, si je puis dire. Le principal, parmi ses proches, c'est le chancelier Antoine Duprat, encore un nom oublié injustement dans cette histoire de France et dans cette histoire de l'État en cours de constitution. La justice, les finances ont été réformées par, quand je dis la justice, c'est une toute petite partie de la justice royale, mais c'est fondamental. Les finances ont été réformées par Louise de Savoie. Elle a aussi rationalisé l'administration autant que faire se pouvait. Elle a conféré à tous les rouages de la jeune machine étatique les moyens de mieux fonctionner. Disons que Louise aura joué un rôle déterminant dans le processus d'assise des institutions. Michelet, vous savez que je révère Michelet comme auteur, mais qu'il faut toujours s'en méfier lorsqu'il nous parle d'histoire. Michelet a beaucoup contribué à la légende noire de celle qu'on appelait Madame. On l'appelait de son temps Madame sans queue parce qu'on n'ajoutait rien à son nom. Elle était simplement Madame à la cour. Elle n'était même pas reine puisqu'elle n'était même pas née princesse. Elle n'était pas épouse de roi. Elle n'était somme toute que la mère du roi. Eh bien, cette légende noire, je dois reconnaître, et c'est apporté évidemment à mon passif, que j'ai très modestement, mais incontestablement contribué à la renforcer moi-même en qualifiant Louise de Savoie de régente noire. Ça fait un beau titre, mais est-il vrai ce titre ? C'est vrai qu'au physique, elle était assez noire. En tout cas, dans les 30 dernières années de sa vie, elle porte constamment le deuil du comte d'Angoulême, de son défunt mari, et il faut l'imaginer dans des mantes, dans des houppelandes, dans des huques noires à traîne, avec tout ce que l'appareil vestimentaire de l'époque peut surajouter comme épaisseur de dentelles et de tissus divers. Elle était noire, c'est vrai, elle était sombre, on la représente de cette manière incontestablement. Au moral, sans doute s'est-elle révélée moins noire qu'on ne l'a dit. 2 affaires malheureuses ont entaché plus que d'autres la mémoire de cette femme. D'abord, la condamnation du général des Finances, le baron de Semblançay. On en reparlera tout à l'heure parce que ça a été une affaire terrible dans le règne. Et puis aussi, et sans doute surtout, la célèbre affaire de la succession Bourbon, avec la trahison du connétable de Bourbon. Et si l'on en croit nos vieux historiens, c'est le comportement de Louise, c'est son acharnement contre le connétable qui aurait
aurait poussé ce dernier à la trahison. Vous allez voir que dans les deux cas, Louise avait des raisons et, je crois pouvoir dire, de bonnes raisons. On aurait du mal à comprendre la jeune Louise de Savoie si l'on ne commençait par admettre qu'elle s'est formée très tôt à la politique et qu'elle s'y est formée seule. Pour apprendre le métier, elle a eu, il est vrai, le temps nécessaire et maintes occasions. Elle ne s'en est pas moins formée à ses dépens tout au long de cette interminable lutte pour le pouvoir qu'on devait appeler par la suite la guerre des dames. Alors les dames dont on parle, c'est Louise de Savoie bien entendu, c'est la reine de France, celle qui aura été l'épouse successivement de Charles VIII et de Louis XII, Anne de Bretagne, et puis celle qu'on a tendance à oublier, Madame la Grande, c'est-à-dire Anne de Beaujeu, qui avait été régente pendant la minorité de son frère. Anne de Beaujeu, fille préférée du roi Louis XI, qui disait d'elle qu'elle était la moins folle femme qui fut en France. Et d'ailleurs Louis XI ajoutait « car de sage n'en connaît point ». Il était très galant cet homme-là. Eh bien, ce royal papa avait fait épouser à sa fille Pierre de Beaujeu, grand seigneur de la maison de Bourbon, qui n'était autre que l'oncle maternel de Louise. Tous ces gens-là sont parents en vérité. Ce n'est qu'un seul et même milieu, bien entendu. Et c'est pour ça que la petite Savoie, lorsqu'elle est devenue orpheline de mère, a été élevée par Anne de Beaujeu. Vous allez me dire, Anne de Beaujeu était sans doute la première éducatrice de son temps. Elle a élevé énormément de jeunes filles. Elle les a aussi très souvent mariées. Et c'est ce que va faire Madame la Grande, qui a du mal à supporter le tempérament extrêmement rude, extrêmement âpre et peu docile de Louise de Savoie. Elle va la marier à l'un des grands seigneurs du royaume, qui n'est pas non plus le premier, loin de là, mais qui fait partie, un peu sur les marges de la famille royale, à ce fameux comte d'Angoulême. Elle la marie très jeune, à 14 ans, elle s'en débarrasse littéralement, et l'on voit Louise débarquer, donc, si je puis dire, à Cognac, où habite ce cadet de cadet, qu'est le comte d'Angoulême, qui occupe une place respectable, certes, mais assez secondaire sur l'arbre dynastique des Capétiens. On est là en 1490, Louise arrive à Cognac et elle découvre que son mari, celui auquel on la destine, il a plus du double de son âge, que ce comte d'Angoulême vit déjà maritalement, non pas avec une, mais avec deux maîtresses. Que faire? Se recroqueviller? Se morfondre? Non. Louise de Savoie a du caractère et je vous l'ai dit, elle a inné la diplomatie. Eh bien, Louise de Savoie va faire face, elle va savoir se faire deux alliés des maîtresses de son mari. Extrait des musiques royales composées par Philidor. Sur Europe 1 cet après-midi, nous faisons connaissance avec celle que l'on pourrait appeler la reine oubliée, Louise de Savoie. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et cet après-midi, sur Europe 1, nous faisons connaissance avec Louise de Savoie, la mère de François Ier, la reine oubliée, avec un caractère assez fort puisqu'elle vient de se faire comme alliée les deux maîtresses de son mari. Oui, plutôt que reine, d'ailleurs on pourrait dire régente, car elle n'a jamais eu le titre de reine. Elle n'est pas, encore une fois, elle n'était pas fille de roi, elle n'était pas épouse de roi, elle n'aura été que mère de roi. C'est assez étrange comme situation, c'est un cas sinon unique, du moins très rare dans l'histoire, bien entendu. Alors, nous sommes en 1491, elle est trop jeune, cette petite épouse, elle a du mal à donner des enfants. Vous imaginez qu'on mariait quand même des femmes qui étaient tout juste nubiles. Elle a du mal à donner des enfants à son mari, elle va faire, un peu comme on ferait un pèlerinage, un voyage, elle va rendre visite au célèbre François de Paule à Tours. Et il semblerait, parce qu'on en a de traces qu'à travers la chronique, il semblerait que François de Paule
lui ait promis des choses extraordinaires et qu'il lui ait dit qu'elle aurait un fils et que ce fils régnerait. Je pense que c'est vrai, cette anecdote, parce que Louise, à compter de ce jour, a en quelque sorte cru en son destin. Alors, est-ce que c'est en son destin ou en celui de ce fils qui va tarder à venir? Parce que la première naissance en 1492 est celle d'une fille. La merveilleuse, je dis merveilleuse parce qu'on n'en parle jamais, elle, pour le coup. Depuis le temps que je le promets aux auditeurs, il faut qu'un jour nous prenions le temps de consacrer une grande et belle émission à Marguerite de Navarre. Elle le mérite ô combien, ce personnage très étonnant, magnifique, qui domine quasiment cette partie du XVIe siècle. Ça, c'est la fille, 1492. Et puis 2 ans plus tard, va arriver, ça y est, le fameux enfant promis, le enfant chéri. Il naît le 12 septembre 1494 sous un grand orme, nous dit la légende, enfin la tradition plus exactement. François est donc né. Il se trouve que son père va avoir la bonne idée de mourir de bonne heure, très tôt, dès 1495. Et François, dès lors, va être élevé par cette mère qui le porte au nu, qui en fait son César pacificateur, son César bienveillant, son César triomphant. Toutes les expressions existent dans le journal de Louise. Elle en fait une sorte de messie, disons-le. Elle le porte au nu. Elle va l'élever de la meilleure manière qu'elle croit pouvoir faire. Et vous savez que la devise de Louise de Savoie était « Libris et liberis », ce qui peut se traduire par « pour mes livres et pour mes enfants », et ce sont, c'est vrai, les 2 grandes passions de sa vie. La bibliothèque de Louise de Savoie était tout particulièrement fournie en ouvrages de qualité. On est en présence d'une femme dont on pourrait dire avec un énorme anachronisme qu'elle était en quelque sorte une intellectuelle. Donc les livres, c'est certain. Et puis les enfants, elle les a nourris, ces enfants, au lait des grandes humanités. N'oubliez pas à quelle époque nous nous trouvons. On est en train de redécouvrir l'Antique, même si, bien entendu, la littérature chrétienne continue de se tailler dans ces bibliothèques et dans ce savoir de l'époque la part du lion. Le César pacifique de Louise va grandir, va croître, va devenir un vigoureux jeune homme. Alors on dit, après, il faut faire la part, là encore, de la tradition, et la part aussi de la fierté maternelle de cette Louise, qui, vous l'aurez compris, est un peu une mère abusive. On dit que, très jeune, il va dompter un cheval, un peu comme l'avait fait Alexandre de Bucéphale. Vous savez, bon, on promet, on raconte pas mal de choses. Ce qui est certain, c'est que, le temps passant, ce jeune François va se rapprocher du trône. Bon, son père est mort, vous l'aurez compris, il est donc chef de maison maintenant, tout jeune qu'il soit. Le roi Charles VIII va mourir dans les circonstances que nous connaissons. Il va en 1498 se heurter le front contre un linteau à Amboise et il en meurt. Il n'en meurt pas tout de suite, il en meurt mal, mais il finit par trépasser. Et c'est son cousin Orléans, c'est ce duc d'Orléans qui avait épousé une autre fille de Louis XI, donc la sœur de cette Anne de Beaujeu dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait épousé Jeanne de France. C'est Louis d'Orléans qui devient le roi sous le nom de Louis XII. Alors c'est déjà un homme relativement âgé, Louis XII, enfin celui qui devient Louis XII. Il comprend très bien qu'il lui appartient de fonder une dynastie, en tout cas une branche de la dynastie des Valois. Donc comment faire? Eh bien il faut commencer par faire annuler son mariage avec cette pauvre Jeanne de France qui était complètement difforme, qui était une sainte femme incontestablement, mais très très affectée physiquement. Il l'obtient, il est roi de France. Donc, évidemment, le tribunal des Saintes-Rottes ne tergiverse pas longtemps. Il obtient l'annulation de son mariage et il va épouser la femme de son devancier. Il va épouser Anne de Bretagne. C'est-à-dire qu'elle a été la reine en tant que l'épouse de Charles VIII et elle redevient reine de France en tant qu'épouse de Louis XII. Et là, il faut absolument qu'elle donne un héritier à son mari. Et oui, sauf que naissent des filles, Claude, qui deviendra l'épouse de François Ier, Claude de France, Renée, qui deviendra plus tard duchesse de Ferrare, des enfants, des garçons naissent, mais soit ils sont morts-nés, soit ils ne survivent pas. Et on peut imaginer cette espèce de manège en forme de vaudeville historique. Systématiquement, Louise se réjouit des malheurs de la reine, bien entendu, puisque à chaque fois que la reine donne naissance à une fille ou voit son fils mourir, eh bien, c'est une marche du trône qui est franchie par François, qui se rapproche tellement qu'il va bientôt devenir l'héritier direct de Louis XII. Et il va falloir songer à le marier à la fille de Louis XII, donc à Claude de France. Ça ne plaît pas du tout à Anne de Bretagne. Vous comprenez l'origine de cette guerre des dames entre Anne de Beaujeu, Anne de Bretagne et Louise de Savoie?
Vous allez me dire, que vient faire Anne de Beaujeu là-dedans? Ah mais attendez, c'est toute l'affaire du connétable de Bourbon. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et alors que cet après-midi, nous découvrons l'histoire de Louise de Savoie, celle qui sera la mère du futur François Ier, nous découvrons aussi une guerre des dames entre trois femmes, Louise de Savoie et Anne de Bretagne. Là, on a compris, Franck, mais que vient faire Anne de Beaujeu dans cette histoire? Eh bien, Anne de Beaujeu est la belle-mère du connétable de Bourbon. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'une fille. C'est d'ailleurs étonnant. Vous savez, normalement, il y avait dans l'ancienne France ce qu'on appelait des apanages. C'est-à-dire, c'était des domaines que l'on confiait à un certain nombre de princes de la Maison de France pour leur permettre de tenir leur rang. Parce que qui disait domaine disait bénéfice. On recevait beaucoup d'argent, bien entendu. Bon. Ces domaines étaient donnés en apanage à des princes et ils étaient transmis aux héritiers mâles. Quand il n'y avait plus d'héritiers, le domaine, ce qu'on appelle l'apanage, faisait retour, on appelait ça au giron, c'est-à-dire revenait à la couronne de France. Or, Louis XI a fait une chose invraisemblable, il a donné des apanages à sa fille, Anne de Beaujeu, qui elle-même a transmis ces fameux... On est contre toutes les lois fondamentales du royaume. Elle a transmis ses propres apanages à sa fille à elle, qui s'appelait Suzanne, qu'elle a mariée donc à ce Charles de Bourbon, que Louis XII veut faire connétable et qui sera fait connétable par qui? Par Louise de Savoie, mais nous y venons. Entre-temps, il faut imaginer qu'il s'est passé bien des choses. Louise a surveillé toutes les grossesses de la reine Anne de Bretagne, vous l'avez compris. Elle l'écrit dans son journal « Humilité m'a tenu compagnie et patience ne m'a jamais abandonné ». Le sort... les circonstances jouent en sa faveur et peut-être, après tout, la prophétie de Saint François de Paule, après tout. En tout cas, Louis XII, après une maladie qui a vraiment failli lui coûter la vie, a décidé de reprendre les choses en main. Il en appelle aux États généraux qui vont décider de choisir à l'unanimité. Ils vont décider de marier Claude de France, donc la fille aînée du roi, à Monsieur François qui était tout François, disait-on à l'époque. C'est-à-dire que c'est vrai que François Ier est français. C'est très important ça pour les États généraux, contre l'un des autres candidats en lice qui était Charles d'Espagne, celui qui allait devenir plus tard l'empereur Charles Quint. Pour Anne de Bretagne, tout ça est dur, bien entendu. C'est tellement dur qu'elle va finir par en mourir. Alors vous allez me dire, une fois la reine morte, cette fois, Louise est tranquille. Eh bien non, parce que Louis XII décide de se remarier avec la très jeune et très jolie Marie Tudor. Et il entend bien qu'elle lui donne un héritier. Donc on se dit, mais c'est pas possible. La santé du vieux roi est assez défaillante. A priori, Louise ne risque pas grand-chose, à moins que quelqu'un ne vienne donner à la reine le fameux héritier. Et si ce quelqu'un n'est autre que son propre fils François, alors là vous avouerez qu'il y ait de quoi bouillir de colère. Cet idiot travaillerait lui-même à son malheur en donnant au roi l'héritier que la Providence lui avait jusque-là refusé. Finalement, les craintes de Louise de Savoie seront vaines. Louis XII a été un peu épuisé par sa trop jeune épouse. Il finit par mourir et... le 1er janvier 1515, rappelez-vous, nous avons commencé l'année avec cet anniversaire. Le 1er janvier 1515, François monte donc sur le trône. Il sera François Ier du nom. Cette fois, Louise a gagné. Les choses se sont déroulées à merveille. Elle est, elle aussi, un peu montée sur le trône dans l'ombre de son fils. Vous imaginez à quel point elle est présente, bien entendu. Elle le restera pendant 16 ans. Vous savez, François Ier va régner pendant 32 ans. Jusqu'à sa mort en 1547. Or, Louise vit elle-même jusqu'en septembre 1531, c'est-à-dire que pendant 16 ans, elle va être là à surveiller les choses, à tenir la maison, à observer, à conseiller, à donner une impulsion. Elle sera très importante, je vous l'ai dit au moment des deux régences, et surtout celle de 1525-1526. Elle sera peut-être plus importante encore quelques années plus tard lorsqu'il s'agira de négocier la paix. Et puisque ces éternels adolescents de François Ier et de Charles Quint sont incapables de s'entendre, et leur chancelier moins encore, c'est par les femmes qu'on va réussir à aboutir à la paix. C'est peut-être plus facile, ça permet de ménager certaines susceptibilités, ça permet de sauvegarder l'honneur du roi et de l'empereur. En tout cas, c'est Louise de Savoie qui, avec Marguerite d'Autriche, va négocier la célèbre paix de Cambrai qu'on appelle la paix des dames. Je vous parlais de la petite guéguerre des dames tout à l'heure, et là je vous parle de la grande paix des dames, août 1529. On la doit, elle aussi, à Louise de Savoie. Alors,
Lorsqu'on sait tout ça, et vous allez voir, puisque nous y venons dans un instant, que Louise de Savoie a fait bien plus encore, on se demande pourquoi son nom n'est pas passé à la postérité. Eh bien, j'ai ma petite idée sur la question. Je me dis que cette femme avait une image tellement haute de son cher César, de son fils, qui était devenu le roi François Ier, et elle voulait que la postérité garde de lui un souvenir tellement ébloui qu'elle a volontairement été discrète et qu'elle s'est le plus possible effacée dans les différents actes du règne, un peu comme ces Sioux qui effaçaient derrière eux la trace de leurs pas, vous savez. On peut dire que Louise de Savoie aura en quelque sorte effacé sa trace de l'histoire. Ça ne nous l'en rend que beaucoup plus émouvante, beaucoup plus présente et beaucoup plus intéressante encore. Bonjour Cédric Michon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous connaissez mieux que quiconque Louise de Savoie, avec vous nous revenons à son sujet dans un instant, en compagnie bien entendu du rédacteur en chef de Détour en Histoire, puisque Dominique Roger est avec nous. Europe 1 sur les routes du Tour de France. On file sur la route du Tour de France avec cette étape aujourd'hui que l'on vit avec vous Axel May. Bonjour Axel. Bonjour, et oui, une étape qui s'annonce nerveuse et qui est courte, 146 km seulement entre Megève et Morzine. Une étape avec une échappée qui a 5 minutes d'avance, plus d'une vingtaine de coureurs dans cette échappée. Et derrière cette échappée, Rémi Botsaron, vous êtes sur la moto Europe 1. On rappelle qu'il y a des Français, Alaphilippe, Chavanel, Barguil, Roland, et puis du beau monde aussi, Nibali, Pantano, le Colombien qui a gagné une étape sur ce Tour de France. Ça va vite devant, Ah oui, ça va très vite, d'autant qu'on est dans la descente donc, du col de la Colombière, la deuxième difficulté du jour, descente qui pourrait être dangereuse dans les premiers kilomètres avec une chaussée humide, pas détrempée mais humide, mais les coureurs ont pu passer sans encombre cette descente pour l'instant, et notamment Pierre Roland qui avait chuté hier dans ces circonstances-là. Effectivement, les Français, notamment Barguil présent, lui qui est revenu dans les dernières centaines de mètres de l'ascension dans ce groupe et qui est donc bien dans la bonne échappée a priori du jour, dans laquelle les ski en revanche est là-haut, représentant de la Sky dans cette échappée qui a crevé dans le début de la descente et qui a maintenant plusieurs dizaines de secondes de retard. Merci Rémi Botsaron sur la moto Europe 1. Il reste 91 km précisément avant l'arrivée ici à Morzine. Merci beaucoup Axel May, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure tout à l'heure dans le flash de 15h pour suivre cette étape du Tour de France. Dans un instant, la suite d'Au cœur de l'histoire avec Francky à l'instant sur Europe 1. Europe 1, Au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Savoie, la régente oubliée qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, pour nous parler de la mère de François Ier, vous recevez Cédric Michon, professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes 2, et Dominique Roger, rédacteur en chef du magazine Détour en Histoire. Constance, force, souffrante, adversité, à cette heure-ci me sent tout inciter, la préférer sur toute autre femme. On que la France ne fût mieux gouvernée, écrivait Jean Dupré. C'était évidemment l'éloge, sinon l'éloge funèbre, en tout cas l'épitaphe de Louise de Savoie, personnage majeur de notre histoire et personnage mineur de nos histoires, si je puis dire, Cédric Michon. Tout à fait, je vous rejoins parfaitement sur ce point et effectivement, pour donner le point de vue d'un historien, si vous voulez, professionnel qui travaille sur François Ier depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on savait, les historiens de François Ier savaient que Louise de Savoie avait joué un rôle important, mais sans plus de détails. Et en fait, la prise de conscience a eu lieu il y a quelques années, lorsque les presses universitaires de Rennes ont publié un livre qui s'appelait Les conseillers de François Ier, et on s'est aperçu, il y avait une vingtaine d'universitaires venus du monde entier, et le nom de Louise de Savoie revenait tout le temps. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait derrière cette idée générale qui était matinée d'un certain nombre de légendes noires, quelque chose de fondamentalement vrai, qui était qu'effectivement, pendant une quinzaine d'années, elle a joué un rôle pivot dans tous les secteurs du jeu.
j'ai envie de dire. Ça, c'est très intéressant. Ces noms qui n'ont pas laissé qui n'ont pas laissé de traces, façon de parler, mais qui ont laissé des traces assez discrètes dans la chronique et dont on se rend compte en vérité qu'ils sont omniprésents. On a exactement le même phénomène avec la reine des 4 royaumes, avec Yolande d'Aragon, lorsqu'on parle du règne de Charles VII. C'est la même chose, c'est-à-dire que sur le papier, si je puis dire, elle est très peu présente, mais en réalité, on se rend compte que presque tous les acteurs du jeu politique sont des hommes à elle. C'est un peu la même histoire avec cette Louise de Savoie, qui est le personnage méconnu de l'affaire, on peut dire ça, Dominique Roger? Oui, bonjour Franck. Effectivement, moi ce qui m'intéresse chez Louise de Savoie, c'est aussi son côté maternel, parce qu'une femme de pouvoir, une reine sans couronne, c'est sûr, en tout cas oui, sans couronne, mais ce qui m'intéressait, c'est cette fibre maternelle. C'est dans ce studio même, vous receviez Patrice Duhamel, qui pointait... Oui, qui parlait des femmes derrière les hommes de l'histoire. Voilà. Oui. Et je pense, et je crois, je cite de mémoire, c'est Badinter qui avait dit, pour connaître un homme, il faut... chercher la mer. Chercher la mer, oui. Et moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé. Donc, j'ai regardé dans le journal de Louise de Savoie, qui n'est pas un journal intime, me disait tout à l'heure Cédric Michon, qui est plutôt... c'est presque un document officiel, voilà, à la limite. Ou un éphéméride pour l'astrologie. C'est ça, exactement. Voilà. Et dans ces quelques années, dont ça couvre les années 1489-1522, elle parle beaucoup de son fils. Ça revient sans arrêt. Mon fils, le César pacifique, effectivement. Et moi, il est petit, elle l'éduque jusqu'à l'âge de raison. Et en même temps, Victoire de Marignan, elle va le voir, et si je peux, je vais essayer de dire rapidement le 13 extrait donc du journal de Louise de Savoie, le 13 septembre, qui fut jadis jeudi 1515, mon fils vainquit et défit les Suisses auprès de Milan et commença le combat à 5h après-midi et dura toute la nuit. Et le lendemain jusqu'à 11h avant midi. Et ce jour propre, je partis d'Amboise pour aller à Notre-Dame-de-Fontaine, lui recommander ce que j'aime le plus que moi-même, c'est mon fils glorieux et triomphant César, subjugateur des Helvéties. C'est un acte d'amour d'une mère qui va récompenser, qui va étreindre, je pense, l'action de grâce. C'est vraiment c'est le mot qui convient, là, incontestablement. Ouais. Alors, j'ai parlé de cette guerre des dames et j'ai dit qu'il y avait un problème, Cédric Michon, avec les apanages centraux du royaume, une sorte d'État dans l'État autour de, on va dire grosso modo, du Massif central. C'est le nombril de la France, vraiment, cet énorme duché de Bourbon, qui ne comporte pas que le Bourbonnais, loin s'en faut. Et cet endroit, ce petit État, en quelque sorte, est entre les mains du connétable, c'est-à-dire du premier soldat du royaume. Or, ce connétable, il a reçu l'épée de connétable des mains du tout jeune François Ier, mais on sait très bien que c'est Louise qui la lui fait remettre. D'ailleurs, dès le début de l'année 1515, c'est un des tout premiers actes du règne de François Ier. C'est un paradoxe, ça. Tout à fait. En fait, Louise de Savoie, très clairement, pendant une dizaine d'années, va contrôler les entrées au Conseil du Roi et va ordonner les sorties. Notamment au niveau de 2 personnages qu'elle a poussés, qui sont le connétable de Bourbon et puis le financier Semblancet dont vous avez parlé tout à l'heure. Et très clairement, je ne pense pas qu'on puisse exonérer François Ier de toute responsabilité dans la disgrâce du connétable, mais on a très clairement, en fait, une espèce de machination politique organisée à 2 têtes par François et par sa mère, qui va pousser le connétable à la faute. En fait, par une série d'humiliations qui viennent du fait que le connétable se retrouve effectivement, par des hasards démographiques, à la tête d'une énorme principauté au cœur du royaume de France. Et donc, il y a toute une série de vexations qui sont orchestrées par le roi. Il y a un procès pour réclamer l'héritage de Suzanne de Bourbon, par Louise de Savoie, au titre... Donc ça, c'est un procès qu'elle intente devant le Parlement de Paris, donc la plus haute juridiction du royaume. Tout à fait. Et en fait, la décision royale qui va consister à attribuer ces terres de Suzanne de Bourbon à Louise de Savoie avant même que le Parlement de Paris ne se soit prononcé est un coup de force qui montre quelles sont les intentions du roi et de sa mère. Et par une série d'autres actes symboliques de commandements d'armée qui ne sont pas confiés au connétable de Bourbon, eh bien en fait, le pouvoir royal ne laisse qu'une solution, enfin il n'y a qu'une alternative pour le connétable de Bourbon. Soit il se soumet au prix de son rang, de son honneur et de sa puissance, soit il se révolte. Et la révolte, c'est la trahison. Il semblerait qu'on lui ait offert une 3e voie possible. Si l'on suit Mézeray, si l'on en croit Michelet, Louise lui aurait carrément proposé de l'épouser. Et alors Michelet lui dit carrément qu'elle était amoureuse du connétable. Alors,
ça fait partie de ces très nombreuses légendes qui ne sont pas forcément fausses, mais en tant qu'historien, je ne peux pas vous démontrer qu'elles sont fausses, mais je n'ai aucun élément pour vous dire qu'elles sont. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'important, même si c'est un événement qui s'est produit. Mais on n'a aucune trace de cet événement. En tout cas, le connétable n'avait pas du tout l'intention d'épouser la mère du roi, qui avait 12 ans de plus que lui, quand même. Il n'avait pas non plus l'intention de remettre ses apanages à la couronne, et donc petit à petit, un peu coincé, si je puis dire, et en dépit même de nombreuses déclarations de fidélité, il va finir par rejoindre les ennemis, c'est-à-dire par passer dans le camp du roi d'Angleterre et surtout de l'empereur Charles Quint. C'est quand même la grande trahison de l'histoire de France. C'est la grande trahison, mais encore une fois, si l'on observe les mécanismes à l'œuvre, c'est très clairement une trahison qui est provoquée par le pouvoir royal. Mais quand on dit par le pouvoir, par Louise elle-même, vous pensez qu'elle est suffisamment machiavélique ? Elle est suffisamment machiavélique, elle l'a certainement pas fait seule. Il y a manifestement un binôme à la tête de l'État qu'elle forme avec son fils François, donc ils ont fait ça à deux. Ce qui est vrai, c'est que dans certains manuscrits enluminés, vous avez deux documents qui sont très, très originaux et très intéressants. Un premier document d'un manuscrit enluminé à la demande de Louise de Savoie qui représente Louise sur le trône de France aux côtés de son fils, alors que, soyons très clairs, elle n'a aucun droit à être représentée sur le trône aux côtés de son fils. C'est quand même un peu fort. Et un deuxième document qui est un manuscrit sur l'histoire des ducs de Bourbon où on comprend très bien qu'il y a une espèce de communication politique pour montrer ses prétentions et la légitimité de ses revendications sur les possessions du connétable de Bourbon. Et en tout cas, ces possessions, elles vont faire, quoi qu'il en soit, retour à la couronne. C'est bien une victoire de François et de sa mère. Je vous ai dit tout à l'heure que Anne de Bretagne avait fini par mourir de chagrin de ce qui s'était passé et des décisions qu'avaient prises les États généraux et le roi Louis XII. Eh bien, on peut dire d'une certaine manière que cette affaire du connétable de Bourbon aura fait crever de rage, au sens propre, Anne de Beaujeu. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Dans un instant, Franck, nous partirons avec vous sur le fleuve Amour pour découvrir l'origine de son nom. Comment te dire adieu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui, Franck, une question de Luigi qu'il vous pose sur le site europe1.fr. Alors, je vous la lis. Le nom du fleuve russe, Amour, a-t-il un rapport avec le mot français amour ? Je vais décevoir Luigi, je vais vous décevoir Anissa, parce que non. Je crois qu'il faut dire tout de suite que ça n'a pas de rapport, malheureusement. Sinon, un rapport phonétique, bien entendu, puisque le mot de la langue originelle, que je connais pas, moi, cette langue d'une région sibéro-mongole, le mot amour, ça fait penser évidemment au mot français amour. C'est né comme ça. Et ça veut dire, dans ce dialecte local, ça veut dire sale, boueux, trouble, car les eaux de ces gigantesques fleuves Amour ne sont pas évidemment limpides, ça on le sait. C'est un très grand fleuve, vous savez, qui fait 4500 km et qui sert de frontière entre la Chine et la Russie. Bien entendu, il va déboucher, vous le savez, là-bas sur l'océan Pacifique, il va déboucher sur la côte russe face au nord de l'île de Sakhaline, qui elle-même est au nord du Japon. Bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus, donc voilà d'où vient. Non, c'est pas très romantique, mais un certain nombre de poètes, d'écrivains, etc., tablant sur le caractère évocateur de ce nom du fleuve Amour, lui ont consacré évidemment de beaux ouvrages. Je pense à l'ouvrage de Joseph Delteil sur le fleuve Amour. Il y a des chansons aussi, etc., parce que on a beau dire, l'amour continue de faire rêver. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup. C'était Franck Ferrand sur Europe 1. Et après les informations qui vivent avec Raphaël Antoven qui nous parle aujourd'hui de la réalité du réchauffement climatique.